Pendant la Seconde Guerre mondiale, la violence cessa d'être un moyen de gagner des batailles et devint une fin en soi. Sur différents fronts, des milliers de personnes furent persécutées, éliminées ou utilisées comme instruments, sans procès ni distinction aucune. Il n'y eut ni improvisation ni surprise. Les actions se répétèrent dans différents pays, sous différentes formes, mais avec un même modèle. Capturer, soumettre, détruire. L'environnement facilita que le crime devienne habitude, que personne ne l'empêche, et qu'il s'exécute avec une rapidité qui ne laissa aucune marge de réaction. Quelles furent exactement ces atrocités? Qu'est-ce qui permit qu'elles se répètent pendant des années sous les yeux de tous? Et jusqu'où étaient-ils disposés à aller? L'Holocauste, la machinerie du génocide racial. Entre 1941 et 1945, le Troisième Reich exécuta l'assassinat systématique de 6 millions de Juifs européens. Cette opération ne surgit pas de la violence spontanée ni du chaos bellique. Elle fut le résultat d'une coordination institutionnelle qui transforma des bureaucrates, ingénieurs, médecins et soldats ordinaires en rouages d'une machinerie de mort qui redéfinit les limites de la cruauté organisée. L'architecture du génocide commença bien avant les chambres à gaz. En 1933, avec l'arrivée d'Adolf Hitler au pouvoir, les premières lois exclurent les Juifs de la vie publique allemande. Les restrictions de travail, éducatives et sociales, établirent les bases légales pour ceux qui viendraient après. Les lois de Nuremberg de 1935 dépouillèrent les Juifs de leur citoyenneté allemande et criminalisèrent les relations entre Juifs et Aryens, établissant un cadre juridique pour la persécution raciale. Avec l'invasion de la Pologne en septembre 1939, la politique antisémite entra dans une phase radicalement nouvelle. Les autorités allemandes créèrent des ghettos à Varsovie, Lodz, Cracovie et des dizaines d'autres villes. 16 espaces murés concentrèrent des centaines de milliers de personnes dans des conditions conçues pour accélérer la mort. Le ghetto de Varsovie abritait plus de 400 000 personnes dans à peine 3,4 km². Sans chauffage adéquat, avec des rations d'aliments insuffisantes et sans soins médicaux, des milliers mouraient chaque mois par faim, maladies et exécutions arbitraires. Le 20 janvier 1942, 15 hauts fonctionnaires du régime nazi se réunirent dans une élégante villa à Wannsee, aux alentours de Berlin. La conférence, convoquée par Reinhard Heydrich sous instruction directe d'Heinrich Himmler, officialisa CE qui avait déjà commencé en secret, la solution finale de la question juive. Les actes de la réunion, rédigés en langage bureaucratique et euphémistique, établissaient que 11 millions de Juifs européens devaient être déportés vers des camps d'extermination en Pologne orientale, où ils seraient éliminés en masse. La coordination logistique de cette opération atteignit des dimensions extraordinaires. Les Juifs furent déportés depuis tous les territoires occupés: France, Hollande, Belgique, Grèce, Tchécoslovaquie, Hongrie, Roumanie et Italie. On les entassa dans des wagons à bétail, sans eau, nourriture ni ventilation adéquate pendant des jours. Les températures extrêmes, le manque d'oxygène et le désespoir provoquaient des morts avant d'arriver à destination. La Deutsche Reichsbahn coordonnait ces transports comme s'il s'agissait de marchandises ordinaires. Les registres conservent des factures où les SS payaient des tarifs par tête et par kilomètre parcouru. Entre 1942 et 1944, 5 camps d'extermination opérèrent en Pologne avec l'unique objectif d'assassiner: Auschwitz-Birkenau, Treblinka, Sobibor, Belzec et Majdanek. Chacun fut conçu pour maximiser l'efficacité de l'assassinat massif. Auschwitz-Birkenau devint le symbole le plus infâme de cette machinerie. Le complexe incluait plus de 40 sous-camps, mais Birkenau abritait les installations d'extermination. 4 crématoriums avec chambres à gaz intégrées pouvaient assassiner jusqu'à 6000 personnes en un seul jour. Les victimes étaient séparées en arrivant. Ceux considérés aptes pour travailler étaient envoyés au baraquement. Le reste, enfants, personnes âgées, mères avec petits-enfants, étaient dirigés immédiatement vers les chambres. Les installations étaient conçues pour tromper et contrôler. Les chambres à gaz simulaient être des douches collectives, complètes avec de fausses pommes de douche et des panneaux qui instruisaient les victimes à se rappeler où elles avaient laissé leurs affaires. Une fois qu'on enfermait les personnes, on introduisait du Zyklon B, un pesticide basé sur le cyanure qui provoquait la mort par asphyxie en quelques minutes. Les cadavres étaient retirés par des Sonderkommando, prisonniers juifs,
contraints à manipuler les corps, extraire les dents en or et charger les cadavres au four crématorium. La fumée des cheminées était constante, visible depuis des kilomètres de distance. Treblinka opéra entre juillet 1942 et octobre 1943, responsable de plus de 800 000 morts. À la différence d'Auschwitz, ce n'était pas un camp de travail, c'était une fabrique de mort pure. Ceux qui arrivaient étaient assassinés immédiatement après leur arrivée. Le camp utilisait des chambres à gaz alimentées par des moteurs à essence dont les gaz étaient dirigés vers des compartiments hermétiques. Le processus durait entre 20 et 30 minutes. Initialement, les corps étaient enterrés dans des fosses massives, mais l'opération Action 1005 ordonna leur exhumation et incinération pour effacer les preuves du crime. Sobibor et Belzec fonctionnaient avec des systèmes presque identiques. Les trains arrivaient, les passagers étaient trompés et obligés de se déshabiller, puis dirigés vers des tunnels camouflés avec de la végétation qui menaient aux chambres à gaz. À Belzec moururent entre 434 000 et 600 000 personnes. À Sobibor, entre 170 000 et 250 000. L'efficacité était telle que CS Camp pouvait traiter des transports complets en quelques heures. Les ordres d'extermination ne furent ni ambigus ni accidentels. La correspondance interne entre Himmler et ses subordonnés spécifiait clairement l'élimination totale du judaïsme européen. Adolf Eichmann, le principal architecte logistique des déportations, supervisa personnellement le transport de millions vers la mort. Rudolf Höss, commandant d'Auschwitz, perfectionna les méthodes de gazage et expliqua en détail à ses subordonnés comment maintenir la fiction qu'il s'agissait de douches. Dans les camps qui n'étaient pas purement d'extermination, on força les prisonniers à travailler comme main-d'œuvre esclave. Des entreprises allemandes comme IG Farben, Krupp et Siemens employèrent des dizaines de milliers de juifs en travaux forcés. Ils travaillaient dans des conditions extrêmes, avec des journées de plus de 12 heures, sans nourriture suffisante, exposés à des produits chimiques toxiques, au froid extrême et à la violence constante. Le concept de Vernichtung durch Arbeit, anéantissement par le travail, consistait à exploiter les prisonniers jusqu'à l'effondrement physique, moment auquel ils étaient envoyés aux chambres à gaz. L'Holocauste ne fut pas commis par des psychopathes isolés, mais par une société entière convertie en complice du génocide. Chaque étape, depuis les lois antisémites jusqu'au crématorium, fut exécutée avec précision administrative et efficacité technologique. Les documents conservés révèlent une chaîne de responsabilité qui s'étendait depuis Hitler et Himmler jusqu'aux conducteurs de train, les gardiens de camp et les techniciens qui maniaient les chambres à gaz. Les ghettos, les trains de la mort, les chambres à gaz et le travail esclave furent des composants interconnectés d'une stratégie gouvernementale conçue pour l'anéantissement total. Auschwitz, Treblinka, Majdanek, Belzec et Sobibor ne furent pas des aberrations historiques, mais l'expression logique d'une idéologie qui avait redéfini des millions d'êtres humains comme des obstacles à éliminer par la mort industrielle. Opération Barbarossa, l'extermination sur le front oriental. Le 22 juin 1941, plus de 3 millions de soldats allemands traversèrent la frontière soviétique dans la plus grande opération militaire de l'histoire. L'opération Barbarossa ne fut pas simplement une invasion. Ce fut le début d'une guerre raciale et idéologique où le nazisme tenta non seulement de vaincre un ennemi militaire, mais d'anéantir des peuples entiers et de redessiner la carte démographique de l'Est européen. Hitler avait laissé clair à ses généraux que cette guerre serait différente de tout conflit antérieur. Ce ne serait pas une guerre entre armées professionnelles régies par des conventions internationales, mais une lutte entre idéologies irréconciliables où les règles traditionnelles de la guerre resteraient suspendues. Dans ce contexte, furent émises une série d'ordres préalables à l'invasion qui légalisèrent la brutalité qui suivrait. Le décret du commissaire instruisait que les commissaires politiques soviétiques capturés devaient être exécutés sommairement, sans jugement ni interrogatoire. Les directives pour la conduite des troupes en Russie établissaient que les soldats allemands ne seraient pas jugés pour crimes commis contre des civils soviétiques. Finalement, l'ordre de liquider tous les juifs en position de leadership politique ou social représentait une sentence de mort anticipée pour des millions de personnes. Les Einsatzgruppen furent les unités spéciales chargées d'implémenter cette campagne d'extermination. Ces unités mobiles de la mort,
subordonnés au bureau principal de sécurité du Reich, suivirent de près l'armée régulière allemande dans son avance vers l'Est. Composées d'hommes de la SS, de la Gestapo et de la police criminelle, elles incluaient aussi des soldats de la Wehrmacht et des milliers de collaborateurs locaux antisémites. Elles s'organisèrent en 4 grands groupes qui couvrirent tout le front. L'Einsatzgruppe A avança par les pays baltes, le B opéra en Biélorussie, le C en Ukraine centrale et le D au sud de l'Ukraine et en Crimée. Chaque groupe comptait entre 500 et 1000 effectifs allemands, appuyés par des milliers d'auxiliaires lettons, lituaniens, ukrainiens et autres collaborateurs qui participèrent activement au massacre. Les opérations suivaient un modèle prévisible et létal. Arriver dans une ville ou un village, identification de la population juive par des registres locaux ou des dénonciations, arrestations massives, confiscation de propriétés et fusillades en masse dans des forêts ou aux alentours des populations. Dans certains cas, on contraignait les victimes à creuser leurs propres fosses. Dans d'autres, on utilisait des ravins naturels ou des mines abandonnées pour cacher les corps. Babi Yar, un ravin près de Kiev, devint le symbole de cette horreur. Les jours 29 et 30 septembre 1941, l'Einsatzgruppe C, commandé par Friedrich Jeckeln et Paul Blobel, assassina plus de 33 000 juifs en à peine 2 jours. On obligea les victimes à se déshabiller, remettre leurs affaires et marcher vers le ravin où elles étaient exécutées par groupes avec des tirs dans la nuque. Le rapport officiel de l'Einsatzgruppe enregistra avec détachement administratif. On élimina 33 771 juifs à Kiev du 29 au 30 septembre. Les assassinats à Babi Yar continuèrent pendant des années. On estime que jusqu'à 100 000 personnes, incluant des gitans, des malades mentaux et des prisonniers soviétiques, furent assassinées en ce lieu. En 1943, face à l'avance soviétique, les nazis obligèrent des prisonniers juifs à exhumer et brûler les cadavres pour cacher le crime. Ces prisonniers furent aussi exécutés une fois leur tâche terminée. À Rumbula, près de Riga, plus de 25 000 juifs du ghetto local furent assassinés le 30 novembre et le 8 décembre 1941 par l'Einsatzgruppe A et des forces policières lettonnes. On contraignit les personnes à marcher jusqu'à la forêt où des fosses communes avaient déjà été excavées. Les victimes furent fusillées en groupes de 10, tombant sur des cadavres déjà empilés. L'opération fut planifiée avec précision militaire. On construisit des chemins pour faciliter le transfert, on installa des contrôles pour éviter les fuites, et tout était chronométré pour maximiser l'efficacité de l'assassinat. À Ponary, aux alentours de Vilna, l'Einsatzkommando 9 assassina près de 70 000 personnes entre 1940 et 1944. Les victimes étaient principalement des Juifs, mais aussi des Polonais, des communistes et des dissidents. Les exécutions se réalisaient dans un ancien dépôt de combustible soviétique adapté comme fosse d'exécution. Les massacres furent presque quotidiens, avec des bourreaux travaillant par équipe. Les récits décrivent comment le sang coulait par les canaux de drainage et comment Ponary devint un sinistre champ d'exécution à l'air libre. L'opération Barbarossa marqua aussi le début de l'implémentation du General Plan Ost, le plan nazi pour coloniser l'Est européen. Ce projet, coordonné par Himmler, contemplait l'assassinat de dizaines de millions de Slaves par faim, déportation forcée ou exécution directe. L'objectif était la germanisation de l'Ukraine et d'autres zones agricoles fertiles, ceux qui requéraient l'élimination de leurs habitants originaux. Un exemple de cette stratégie fut la Biélorussie, où plus de 5000 villages furent incendiés, beaucoup avec leurs habitants enfermés à l'intérieur. En Ukraine, la famine planifiée tua des centaines de milliers d'enfants. Le génocide ne se limita pas aux Juifs. Ce fut une guerre raciale contre tous les peuples de l'Est considérés inférieurs par l'idéologie nazie. Dans les procès de Nuremberg et processus postérieurs, beaucoup de membres des Einsatzgruppen furent jugés et exécutés. Otto Ollendorf, commandant de l'Einsatzgruppe D, déclara que son unité avait assassiné plus de 90 000 personnes, chiffre qu'il fournit sans montrer de remords. Paul Blobel, responsable de Babi Yar, reconnut sa participation directe dans les fusillades massives et dans la destruction postérieure de preuves. Les témoignages de survivants, comme les récits du journaliste soviétique Vassili Grossman, documentèrent avec précision glaçante la magnitude des massacres.
Grossman décrivait des mères enterrées vivantes avec leurs enfants, l'indifférence des soldats allemands face à la souffrance, et comment ils se partageaient montres et bagues des victimes comme s'il s'agissait de trophées de guerre. L'opération Barbarossa établit un modèle de guerre raciale qui transcenda toute limitation morale ou légale. Ce ne fut pas seulement une offensive militaire, mais le pilier d'une stratégie d'extermination qui cherchait à redessiner l'Europe de l'Est selon les principes de la suprématie aryenne. Dans les forêts d'Ukraine, de Biélorussie et des États baltes, le Troisième Reich inaugura une forme de guerre sans limite où la mort par balle massive anticipa et compléta les chambres à gaz. Ce théâtre d'opération démontra que le génocide ne requérait pas d'installation spécialisée. Il suffisait de la volonté politique de tuer et de l'organisation administrative pour le faire efficacement. Les atrocités de l'Empire japonais, de Nankin au Pacifique. Le 13 décembre 1937, quand les troupes japonaises entrèrent dans Nankin, l'ancienne capitale chinoise, elles ne se limitèrent pas à occuper une ville stratégique. Durant les 6 semaines suivantes, elles perpétrèrent l'un des massacres les plus systématiques et brutaux de la guerre moderne, établissant un modèle de cruauté qui s'étendrait par tout le Pacifique durant les années suivantes. L'entrée des forces japonaises dans Nankin ne fut pas une opération militaire incontrôlée. Ce fut une action délibérée autorisée par des officiers de haut rang, incluant le prince Asaka, oncle de l'empereur Hirohito, qui émit des ordres directs qui permirent l'exécution massive de prisonniers chinois et convertirent la ville en une zone libre pour la violence indiscriminée de la troupe. Durant ces 16 semaines, entre 200 000 et 300 000 civils et prisonniers de guerre furent assassinés des façons les plus cruelles imaginables. Des milliers de prisonniers furent fusillés en groupe sur des tranchées excavées spécialement pour devenir des fosses communes. Les dossiers photographiques, beaucoup pris par les soldats japonais eux-mêmes comme souvenir, documentent des files interminables de cadavres empilés sur les rives du fleuve Yangtze. Certains officiers japonais organisèrent des compétitions de décapitation, compétitionnant pour qui pouvait couper plus de têtes avec son katana en moins de temps. Ces compétitions furent même rapportées dans des journaux japonais comme des exploits héroïques. Des enfants furent utilisés comme pratique pour entraînement à la baïonnette. Des bébés furent jetés en l'air et embrochés avec les baïonnettes avant de toucher le sol. Entre 20 000 et 80 000 femmes de tous âges furent violées durant ces semaines. Beaucoup furent assassinés après l'agression sexuelle. D'autres furent mutilés, empalés ou forcés à assister au viol de familières avant d'être exécutés. Les chroniques de l'Allemand John Raab, membre du parti nazi qui tenta de protéger les civils en créant une zone de sécurité internationale, décrivent Nankin comme un enfer sur terre où la cruauté humaine atteignit des limites inimaginables. Le massacre de Nankin établit le modèle de comportement que les forces japonaises répliqueraient dans tous les territoires qu'elles occupèrent durant la guerre. Ce modèle inclut l'institutionnalisation de l'esclavage sexuel à une échelle inédite dans l'histoire militaire moderne. Entre 100 000 et 200 000 femmes furent forcées à devenir des « femmes de réconfort », un euphémisme pour désigner les esclaves sexuels de l'armée impériale japonaise. Les victimes provenaient principalement de Corée, Chine, Philippines, Indonésie, Taïwan et territoires occupés dans le sud-est asiatique. Elles furent recrutées par des tromperies élaborées, des enlèvements directs ou simplement capturées par des unités militaires. Les soi-disant stations de réconfort étaient des bordels militaires installés à côté des fronts de bataille, où les femmes étaient violées répétitivement, fréquemment par 30 ou 40 soldats par jour. Les récits de survivantes décrivent des conditions qui défient la compréhension humaine, des inspections médicales dégradantes réalisées comme si elles étaient du bétail, des stérilisations forcées pour éviter les grossesses, des avortements pratiqués sans anesthésie, et l'assassinat de celles qui tombaient malades ou devenaient inutiles pour l'objectif militaire. Dans beaucoup de cas, les femmes étaient utilisées comme objet de châtiment collectif quand les unités japonaises subissaient des pertes en combat. D'autres furent délibérément infectées avec des maladies vénériennes pour étudier des traitements médicaux. Quand les femmes mouraient par maladie, épuisement ou suicide, elles étaient simplement remplacées par de nouvelles victimes. Durant la bataille pour la récupération de Manille en 1945, les troupes japonaises, au bord de la défaite, initièrent un massacre désespéré qui coûta la vie à plus de 100 000 civils philippins.
La ville devint un abattoir où des familles entières furent brûlées vives dans des églises et hôpitaux. Des femmes furent violées et égorgées avec des baïonnettes. Des enfants furent jetés depuis des balcons ou coupés par la moitié devant leurs parents. L'hôpital de San Juan de Dios devint symbole de cette barbarie quand médecins, infirmières et patients furent exécutés sans pitié. Les soldats japonais semblaient compétitionner pour inventer de nouvelles formes de cruauté, comme si la proximité de la défaite avait libéré tous les instincts les plus sadiques. À Singapour, après la chute de la ville en février 1942, l'armée japonaise réalisa l'opération Sukching, une purge massive contre la population chinoise locale. En quelques jours, entre 25 000 et 50 000 personnes furent exécutées sous l'accusation de collaborer avec les Britanniques. Les corps étaient transportés en camions vers des plages et ravins où ils étaient fusillés en groupe. Beaucoup moururent par enterrement forcé quand les fosses se remplirent avec des victimes encore vivantes. Le traitement des prisonniers de guerre alliés viola délibérément toutes les conventions internationales existantes. Plus de 140 000 soldats britanniques, australiens, américains et d'autres nationalités furent capturés entre 1940 et 1945. Les conditions dans les camps japonais étaient conçues pour causer une mort lente à travers l'épuisement, la dénutrition et les maladies. Le tristement célèbre chemin de fer de Birmanie, connu comme le chemin de fer de la mort, fut construit en utilisant le travail forcé de prisonniers alliés et travailleurs civils asiatiques. Plus de 12 000 prisonniers occidentaux et entre 80 000 et 100 000 travailleurs asiatiques moururent durant sa construction. Les prisonniers travaillaient 18 heures quotidiennes dans des conditions tropicales extrêmes, avec des rations de survie qui fournissaient moins de 500 calories quotidiennes. Les tortures et exécutions pour délits mineurs ou sans justification aucune étaient routinières. Les châtiments s'appliquaient publiquement pour terroriser le reste des prisonniers. Les tentatives d'évasion se punissaient non seulement en exécutant les fugitifs capturés, mais aussi en assassinant d'autres prisonniers sélectionnés aléatoirement comme exemple collectif. Le tribunal militaire international pour l'Extrême-Orient, établi en 1946, poursuivit les principaux dirigeants japonais pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Durant plus de 2 ans d'audience, furent présentés des milliers de documents et témoignages qui révélèrent la magnitude délibérée de ces crimes. Des déclarations assermentées de femmes asservies, de soldats alliés torturés et de diplomates qui assistèrent au massacre fournirent des preuves irréfutables. Les ordres militaires montrèrent une chaîne de commandement direct depuis le haut état-major japonais jusqu'aux officiers qui exécutèrent les atrocités. Des filmages et photographies pris par les soldats japonais eux-mêmes documentèrent la brutalité avec une froideur qui résultait presque aussi perturbante que les actes mêmes. Furent poursuivis 28 figures clés du régime militaire japonais. 7 furent condamnés à mort, incluant le général Hideki Tojo. Cependant, des membres de la famille impériale, comme l'empereur Hirohito et le prince Asaka, furent exemptés de toute responsabilité par décision politique des Alliés, qui considérèrent leur mise en accusation contre-productive pour la stabilité de la région. Les atrocités de l'Empire japonais durant la Seconde Guerre mondiale ne furent pas des accidents de guerre ni des excès de soldats indisciplinés. Elles constituèrent une stratégie intégrale d'occupation qui combina racisme extrême, mépris absolu pour la vie humaine et l'utilisation de la terreur comme outil de contrôle politique et militaire. Depuis les empalements à Nankin jusqu'aux coups dans les camps de prisonniers, en passant par les viols à Manille et les bordels militaires, le modèle fut consistant et documenté. Cette brutalité institutionnalisée révéla comment une culture militaire peut se corrompre jusqu'à justifier n'importe quelle atrocité au nom d'objectifs stratégiques ou idéologiques. Expérience humaine, la science convertie en torture. Durant la Seconde Guerre mondiale, la connaissance médicale et scientifique fut pervertie et transformée en instrument de torture et d'extermination. Dans les laboratoires des camps de concentration nazis et dans les installations secrètes de l'armée japonaise, des médecins avec formation universitaire, des bactériologues respectés et des techniciens spécialisés abandonnèrent toute éthique professionnelle pour convertir des êtres humains en matériel d'expérimentation. Les camps de concentration de Dachau, Ravensbrück et Auschwitz se transformèrent en laboratoires où la médecine se mit au service de la machine de guerre nazie.
À Dachau, sous ordre direct de la Luftwaffe, furent réalisées des expériences pour étudier les effets de l'altitude extrême et de l'hypothermie sur l'organisme humain. Les expériences de congélation soumettaient des prisonniers à des immersions prolongées dans des réservoirs d'eau glacée pour simuler les conditions qu'affrontaient les pilotes allemands abattus dans la mer du Nord. Certains prisonniers demeuraient submergés jusqu'à ce que leur température corporelle descende à des niveaux létaux. D'autres étaient réanimés par des méthodes qui incluaient des douches d'eau bouillante, exposition à des lampes de chaleur intense ou contact forcé avec des femmes prisonnières comme partie du traitement de réanimation. Dans des chambres de basse pression, on simulait des altitudes jusqu'à 20 000 mètres pour étudier les effets de la décompression sur le cerveau et les organes internes. Les rapports du docteur Sigmund Rascher décrivent graphiquement comment les yeux des sujets expérimentaux explosaient par la pression et comment le cerveau se décomposait tandis que les victimes demeuraient conscientes durant les premières minutes du processus. À Ravensbrück, le camp exclusif pour femmes, les médecins pratiquèrent des interventions chirurgicales expérimentales sans anesthésie. On infectait délibérément les victimes avec des bactéries comme Streptococcus et Clostridium perfringens. On ouvrait des blessures dans les jambes des prisonnières et on introduisait des fragments de bois, verre et terre pour simuler des blessures de bataille. Puis on coupait la circulation sanguine pour créer des conditions similaires à celles de gangrène au front. Les prisonnières furent aussi soumises à des amputations expérimentales suivies de tentatives de greffe qui échouaient invariablement, laissant les victimes estropiées à vie. Les expériences de stérilisation exposèrent des milliers de femmes à la radiation directe dans les ovaires et utérus. D'autres furent injectées avec des substances corrosives qui causèrent stérilité, mais aussi douleurs chroniques et cancers mortels. À Auschwitz, Joseph Mengele développa son obsession avec les jumeaux. Des enfants juifs, gitans et polonais jumeaux étaient sélectionnés en arrivant au camp et emmenés vers des baraquements spéciaux où Mengele réalisait des comparaisons anatomiques, des transfusions croisées de sang, des injections avec divers virus et des vivisections parallèles. Si l'un des jumeaux mourait durant une expérience, l'autre était immédiatement assassiné pour permettre des autopsies comparatives. Mengele expérimentait aussi avec l'hétérochromie oculaire, injectant des substances chimiques dans les yeux d'enfants pour tenter de changer leur couleur. La majorité de ces expériences résultaient en cécité permanente ou infection qui causait la mort. Les expériences gynécologiques réalisées sur des femmes et fillettes sous l'excuse d'étudier la fertilité raciale inclurent des stérilisations chirurgicales sans anesthésie et l'extraction d'organes reproductifs pour analyse histologique. Dans le Pacifique, l'escadron 731 de l'armée japonaise établit à Harbin, Mandchourie, le centre d'expérimentation médicale le plus sinistre de la guerre. Sous la direction du général Shiro Ishii, cette installation se présentait officiellement comme un institut pour la prévention de maladies, mais fonctionnait comme un laboratoire d'extermination scientifique. Plus de 10 000 prisonniers, principalement chinois, russes, coréens et mongols, furent utilisés comme sujets expérimentaux. Les prisonniers étaient dénommés Maruta, troncs de bois, dans une tentative délibérée de déshumanisation qui facilitait leur utilisation comme matériel de laboratoire. Les expériences de l'escadron 731 inclurent l'infection délibérée de prisonniers avec des pathogènes mortels comme peste bubonique, choléra, typhus, anthrax et tuberculose. Les sujets expérimentaux étaient ensuite vivisectionnés sans anesthésie, tandis que les maladies progressaient pour étudier le développement des infections dans des organes internes vivants. Les pratiques inclurent l'extraction de poumons, estomac et intestins chez des sujets conscients. Furent réalisées des amputations doubles, suivies de réimplantations incorrectes, pour étudier des processus de gangrène et régénération tissulaire. Les expériences de congélation contrôlée submergeaient des extrémités dans de l'eau glacée, les frappaient jusqu'à ce que la glace sonne comme du bois, et puis les réchauffaient avec du feu ou de l'air chaud, tandis qu'on enregistrait chaque phase de la décomposition. L'installation développa aussi des armes biologiques qui furent utilisées contre des populations civiles chinoises. Furent libérés des rats infectés avec la peste dans des villages ruraux. Furent lancées des bombes chargées de puces porteuses de typhus sur des villes. On contamina délibérément l'eau potable et les réserves d'aliments.
Entre 1939 et 1945, on estime que plus de 300 000 civils chinois moururent par des épidémies artificielles causées par ces expériences de guerre biologique. En 1946, le tribunal de Nuremberg célébra le procès des médecins, poursuivant 23 médecins nazis. 16 furent condamnés et 7 exécutés. L'accusation présenta des preuves glaçantes, photographies d'opérations, instruments médicaux utilisés dans des tortures, registres détaillés avec des noms codifiés et témoignages de victimes survivantes. Ce procès établit le Code de Nuremberg, qui définit les principes éthiques fondamentaux de la recherche médicale moderne: consentement informé, absence de coercition, évaluation de risques et bénéfices, et le droit des sujets à retirer leur participation à tout moment. Ces principes devinrent la base de toute éthique médicale postérieure. À la différence du procès en Allemagne, le tribunal de Tokyo ne poursuivit pas Shiro Ishii ni ses collègues de l'escadron 731. Les États-Unis leur offrirent l'immunité en échange de partager leurs recherches sur les armes biologiques, décision qui généra une controverse éthique qui persiste jusqu'à aujourd'hui. L'information obtenue de ces expériences fut considérée trop précieuse du point de vue militaire pour être rejetée par des considérations morales. Certains ex-membres de l'escadron 731 confessèrent des décennies après dans des entretiens enregistrés. Ils reconnurent avoir disséqué des femmes enceintes vivantes, avoir causé des épidémies délibérées et avoir étudié la décomposition de corps humains tandis que les victimes demeuraient conscientes. Ces confessions tardives confirmèrent ce que les documents capturés avaient déjà révélé sur la magnitude de ces crimes. Les expériences médicales durant la Seconde Guerre mondiale représentent l'un des plus grands échecs éthiques de la science moderne. Au-delà de toute connaissance qu'elles auraient pu générer, ce qui demeure dans la mémoire historique est la destruction délibérée de vies humaines, le mépris absolu pour la douleur d'autrui et la déshumanisation totale de la pratique médicale. CAS démontre comment la science, quand elle divorce de l'éthique et se subordonne à des objectifs militaires ou idéologiques, peut devenir l'instrument le plus raffiné de la cruauté humaine. Représailles nazies, la politique de la terreur en Europe occupée. Dans l'Europe occupée par le Troisième Reich, la violence nazie transcenda les champs de bataille et les camps de concentration pour devenir une stratégie délibérée de représailles contre des populations civiles innocentes. Face à chaque action de résistance, la réponse allemande ne cherchait pas à être proportionnelle. Elle était conçue pour être exemplaire, démesurée et terrorisante. Hitler, Himmler et leurs généraux adoptèrent le principe de 10 pour 1 comme doctrine officielle. Pour chaque soldat allemand mort dans une attaque partisane, 10 civils seraient exécutés. Cette formule n'était pas une menace symbolique. Elle s'appliqua littéralement dans des centaines de cas et fréquemment fut dépassée. Les représailles ne furent pas des accidents belliques ni des excès de soldats indisciplinés. Elles furent des instruments calculés de contrôle politique, conçus pour briser le moral des peuples occupés et éliminer toute possibilité de résistance. Le 10 juin 1942, le petit village de Lidis, dans la région de Bohême, cessa d'exister. Il ne fut pas détruit par des bombardements ennemis, mais par la vengeance organisée des SS comme représailles pour l'assassinat de Reinhard Heydrich, architecte de la solution finale, blessé mortellement par des combattants tchèques entraînés par les Britanniques. Lidis n'avait aucune connexion avec les auteurs de l'attentat. Il fut sélectionné au hasard comme objectif de représailles, une démonstration que la vengeance nazie ne distinguait pas entre coupables et innocents. À l'aube, le village fut entouré par des troupes allemandes. Tous les hommes de plus de 15 ans furent sortis de leur maison, alignés contre des murs et fusillés par groupes de 10. Moururent 173 hommes. Les 184 femmes furent déportées au camp de concentration de Ravensbrück, où la majorité mourut dans les mois suivants. Les 88 enfants furent séparés de leur mère. Certains furent envoyés vers des camps d'extermination, d'autres sélectionnés pour des programmes de germanisation forcée basés sur des critères raciaux. Seulement 17 enfants survécurent à la guerre. Après les exécutions, le village fut anéanti systématiquement. Les maisons furent brûlées, dynamitées, puis rasées par des bulldozers. Les arbres furent abattus, les tombes du cimetière furent détruites, et même le nom Lidix fut éliminé de tous les registres officiels. Le message était sans équivoque.
Où avait existé vie et communauté ne devait rester que le vide comme avertissement pour d'autres. 2 ans après, l'horreur se répéta en France. Le 10 juin 1944, à peine 4 jours après le débarquement allié en Normandie, la division SS Das Reich massacra 642 personnes dans le tranquille village d'Oradour-sur-Glane. Sans préavis ni justification claire, les soldats réunirent toute la population sur la place du village. Les hommes furent emmenés vers des granges et étables où ils furent mitraillés. Les femmes et enfants, 452 au total, furent enfermés dans l'église du village. Les soldats remplirent l'édifice avec des matériaux combustibles et l'incendièrent. Ceux qui tentèrent d'échapper par les fenêtres furent mitraillés. Seule une femme, Marguerite Roufanche, survécut en sautant par une fenêtre arrière, et 5 hommes réussirent à échapper en feignant d'être morts parmi les cadavres. Le massacre fut une représaille pour la supposée activité partisane dans la région et pour la disparition d'un officier allemand. Mais Oradour n'était pas un centre de résistance. Il n'y avait pas d'armes cachées ni de combattants. Il n'y avait que des habitants communs, artisans, agriculteurs, enfants à l'école, qui furent exécutés par le simple fait de vivre au mauvais endroit, au mauvais moment. Après la guerre, le président français Charles de Gaulle ordonna que le village ne soit pas reconstruit, pour que ces ruines servent comme mémorial perpétuel de la barbarie nazie. Un nouvel Oradour fut construit près de l'original, mais les ruines demeurent intactes. Voitures calcinées, la cloche de l'église fondue par la chaleur, maisons sans toit, un village entier arrêté au moment exact de l'horreur. Entre septembre et octobre 1944, l'armée nazie exécuta le plus grand massacre de civils en Italie. Dans la région de Marzabotto, en Émilie-Romagne, les SS menés par Walter Raeder organisèrent une chasse humaine systématique comme représailles pour l'activité partisane dans la zone. Les troupes entourèrent les villages des collines et commencèrent à exécuter tous ceux qu'elles trouvaient sans distinction d'âge ou de sexe. Des familles complètes furent fusillées dans leurs foyers. D'autres furent groupés dans des églises ou étables et assassinés avec des rafales de mitrailleuses. Des bébés furent écrasés contre les murs. Des femmes furent violées avant d'être exécutées. Au total, moururent entre 770 et 1830 personnes. L'objectif n'était pas seulement représailles, c'était anéantissement préventif, un nettoyage du territoire qui éliminerait tout possible appui à la résistance. Walter Raeder fut condamné à la réclusion à perpétuité en 1951, mais libéré en 1985 par pression diplomatique, générant une indignation profonde en Italie et questionnant la justice d'après-guerre. En Biélorussie, le petit village de Katyn devint symbole du génocide slave. Le 22 mars 1943, des troupes SS accompagnées par des collaborateurs locaux entourèrent le village comme représailles pour la mort d'un officier allemand dans une embuscade partisane proche. Les 149 habitants de Katyn furent enfermés dans une grange de bois qui fut incendiée avec eux à l'intérieur. Ceux qui tentèrent d'échapper au feu furent mitraillés à la porte. Parmi les victimes, il y avait 75 enfants, incluant des bébés. Seules 6 personnes survécurent. Parmi elles, un enfant de 12 ans qui réussit à se traîner hors de la grange, tandis que ses vêtements brûlaient. Katyn ne fut pas le seul village détruit de cette forme en Biélorussie. Seulement dans ce territoire, les nazis détruisirent plus de 5000 villages, beaucoup avec toute leur population enfermée à l'intérieur des édifices incendiés. Ceci fut partie d'une stratégie délibérée de dépeuplement qui cherchait à vider des territoires entiers pour la future colonisation allemande. Le principe 10 pour 1 s'était formalisé dans une directive signée par le général Feldmarschall Wilhelm Keitel le 16 septembre 1941, qui établissait officiellement ce ratio de représailles. Le document spécifiait que si se produit un attentat contre une force allemande, s'exécuteront 50 à 100 communistes comme représailles, sans nécessité de procès ni preuve de culpabilité individuelle. En de nombreuses occasions, les exécutions dépassèrent amplement ce ratio. À Kraljevo, Serbie, plus de 2000 civils furent assassinés en représailles pour la mort de 10 soldats allemands. À Rome, 335 Italiens furent exécutés dans les fosses ardéatines après une embuscade qui avait causé la mort de 33 soldats allemands. La logique était simple. La terreur collective était plus effective que la justice individuelle. Après chaque massacre venait le silence organisé. Les corps étaient brûlés ou enterrés dans des fosses communes,
Les maisons étaient incendiées jusqu'aux fondations. Les noms des victimes étaient effacés des registres civils. C'était une stratégie de disparition et d'annulation qui cherchait à éliminer non seulement les personnes, mais aussi leur mémoire et leur place dans l'histoire. Cependant, les survivants conservèrent cette mémoire. Des témoignages comme ceux de Marguerite Roufanche à Oradour, qui échappa à l'enfer de l'Église, ou des quelques personnes qui survécurent à Catin, devinrent des ponts entre le passé et la justice. Leurs récits, préservés dans des procès postérieurs et archives historiques, assurèrent que ces crimes ne soient pas oubliés. Les représailles nazies contre des civils innocents ne furent pas des excès belliques ni des actes de soldats hors de contrôle. Elles furent des stratégies gouvernementales conçues pour semer la terreur, briser la résistance et démontrer que le prix de s'opposer au Reich serait payé non seulement par les combattants, mais par des communautés entières. Elles représentèrent une forme particulière de terrorisme d'État qui utilisa la brutalité calculée comme outil de domination politique. Bombardement massif, la guerre qui effaça des villes de la carte. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, les règles traditionnelles du combat furent remplacées par une nouvelle doctrine militaire, la destruction totale. Les villes cessèrent d'être considérées simplement comme des centres logistiques ou industriels pour devenir des objectifs légitimes par leur capacité de briser le moral ennemi. La population civile cessa d'être dommage collatéral pour se transformer en objectif stratégique direct. Les bombardements massifs sur Dresde, Hambourg, Hiroshima et Nagasaki marquèrent le point culminant de cette stratégie. Ces attaques posèrent des questions fondamentales qui persistent jusqu'aujourd'hui. Furent-elles des actions militaires légitimes conçues pour accélérer la fin de la guerre et sauver des vies? Ou constituèrent-elles des crimes de guerre perpétrés par les Alliés avec la même brutalité qu'ils condamnèrent chez leurs ennemis? La nuit du 13 février 1945, Dresde, connue comme la Florence de l'Elbe pour ses églises baroques, musées et théâtres d'opéra, fut rasée par le bombardement le plus controversé de la guerre en Europe. L'opération combina 2 vagues nocturnes de la Royal Air Force britannique avec une attaque diurne de la force aérienne états-unienne. Plus de 1200 bombardiers lancèrent 3900 tonnes de bombes explosives et incendiaires sur la ville. Beaucoup de ces bombes contenaient du phosphore blanc, un élément qui brûle à des températures extrêmes et est pratiquement impossible à éteindre. Le résultat fut une tempête de feu qui atteignit des températures supérieures à 1500 degrés Celsius, évaporant des corps entiers et consumant l'oxygène des abris antiaériens souterrains. Les flammes s'alimentaient du vent créé par la combustion même, aspirant des personnes depuis les rues et fenêtres vers le cœur de l'enfer. Le feu était si intense que les rues d'asphalte fondirent comme des rivières de lave noire. Dans les abris, des familles entières moururent asphyxiées quand l'oxygène fut consumé par les flammes qui rugissaient au-dessus de leur tête. Les estimations sur le nombre de victimes ont varié dramatiquement au long des décennies. Certaines sources initiales parlèrent jusqu'à 135 000 morts, bien que des recherches récentes estiment entre 25 000 et 40 000 civils morts, en majorité femmes, enfants et personnes âgées, avec des milliers de réfugiés qui fuyaient l'avance soviétique depuis l'Est. Y avait-il justification militaire pour cette attaque? Dresde avait quelques fabriques d'optique, machinerie et composants militaires, mais n'était pas un centre de production bellique crucial. Selon des documents britanniques déclassifiés des décennies après, l'intention principale était briser le moral des civils allemands et paralyser la logistique en appui à l'avance soviétique. Cependant, beaucoup des bombes tombèrent sur le centre historique et zones résidentielles densément peuplées. La gare de chemin de fer, objectif militaire déclaré, résulta à peine endommagée. Winston Churchill, dans un mémorandum interne postérieur qu'il n'envoya jamais, exprima ses doutes. La destruction de Dresde pose une sérieuse réflexion sur la conduite des Alliés. Était-elle réellement nécessaire? 2 ans avant, en juillet 1943, Hambourg avait été le scénario de la première expérience délibérée de tempête de feu de l'histoire. L'opération Gomorrhe introduisit un modèle coordonné de bombes explosives suivi d'incendiaires pour maximiser la dévastation. Durant 8 jours consécutifs, plus de 2300 avions lancèrent 9000 tonnes de bombes sur la ville portuaire. La nuit du 27 juillet, Hambourg devint un four urbain. Le feu consuma plus de 20 km².
L'asphalte fondit en rivières ardentes. Les personnes s'asphyxiaient dans des caves où l'oxygène disparaissait consumé par les flammes. Plus de 42 000 civils moururent et 37 000 résultèrent blessés. Presque 1 million d'habitants furent déplacés. Les rapports de renseignement alliés documentèrent une destruction psychologique totale, avec des registres de terreur collective, paralysie citadine et chute morale irréversible parmi la population survivante. Du point de vue militaire, Hambourg avait une importance stratégique plus grande que Dresde. C'était un centre naval crucial et une ville industrielle clé pour l'effort bellique allemand. Mais la violence de l'attaque dépassa tout précédent et établit le modèle pour des bombardements postérieurs conçus spécifiquement pour créer une terreur massive. Le 6 août 1945, à 8h15 du matin, le bombardier états-unien Enola Gay laissa tomber sur Hiroshima la première bombe atomique de l'histoire. Little Boy, avec son noyau d'uranium-235, libéra une énergie équivalente à 16 000 tonnes de TNT en une fraction de seconde. L'explosion nucléaire ne généra pas seulement chaleur et pression dévastateurs, elle créa un type de destruction complètement nouveau dans l'expérience humaine. Dans un rayon de 2 km de l'épicentre, la majorité des personnes disparurent simplement, vaporisées instantanément. Leurs ombres restèrent imprimées sur des murs de pierre comme des photographies grotesques de leurs derniers moments de vie. Entre 70 000 et 80 000 personnes moururent à l'instant. La température à l'épicentre dépassa le 1 million de degrés Celsius, incendiant l'air même et créant une boule de feu de plus de 250 mètres de diamètre. L'onde expansive démolit des édifices dans un rayon de kilomètres, tandis que la radiation initiale condamna à mort lente des milliers qui avaient survécu à l'explosion initiale. Approximativement 30 minutes après commença un phénomène inédit, une pluie noire chargée de particules radioactives qui contamina des zones étendues en dehors de la zone de destruction directe. Cette pluie porta la mort invisible à des communautés qui avaient été loin de l'épicentre, étendant les effets létaux bien au-delà de l'impact physique immédiat. 3 jours après, le 9 août, une seconde bombe atomique, Fat Man, avec noyau de plutonium, détruisit Nagasaki. L'explosion fut plus puissante que celle d'Hiroshima, équivalente à 22 000 tonnes de TNT, mais la topographie montagneuse de la ville limita la destruction. Même ainsi, entre 35 000 et 40 000 personnes moururent instantanément. Les récits de survivants décrivent des horreurs qui défient la compréhension. Personnes avec la peau pendant en lanières, comme du papier brûlé, enfants sans visage marchant comme des somnambules, hôpitaux bondés avec des victimes dont les blessures ne saignaient pas mais qui mouraient des jours après par des causes mystérieuses qui seulement plus tard s'identifieraient comme empoisonnement par radiation. Les bombes atomiques, selon le haut commandement états-unien, avaient un objectif clair: obliger le Japon à se rendre sans nécessité d'une invasion terrestre qui aurait coûté des millions de vies. Les dossiers du secrétaire de guerre Henry Stimson et du général Leslie Groves, directeur du projet Manhattan, indiquent que les villes furent sélectionnées pour être des objectifs intacts, idéaux pour observer les effets complets de l'arme. Pour la fin de 1945, les bombes avaient tué un total de 246 000 personnes dans les 2 villes. Mais la mort continua durant des décennies. Cancer, leucémie, cataractes et malformations génétiques affectèrent les survivants et leurs descendants. La radiation avait introduit un élément complètement nouveau dans la guerre: la capacité de tuer non seulement dans le présent, mais aussi dans le futur. Le débat éthique sur ces bombardements a continué pendant des décennies sans résolution définitive. Les défenseurs argumentent que les attaques atomiques évitèrent une invasion du Japon qui aurait coûté des millions de vies des 2 côtés. Les estimations militaires états-uniennes calculaient entre 500 000 et 1 million de pertes alliées et plusieurs millions de Japonais en cas d'invasion terrestre. Les critiques soutiennent que le Japon cherchait déjà des termes de reddition avant les bombardements atomiques et que les bombes furent utilisées plus comme démonstration de pouvoir face à l'Union soviétique que comme nécessité militaire contre le Japon. Il signale que les villes bombardées avaient une valeur militaire directe réduite et que la proportion entre victimes civiles et militaires fut massivement inégale. Howard Zinn et autres historiens ont caractérisé tant Dresde qu'Hiroshima et Nagasaki comme des expériences scientifiques plus que comme des nécessités militaires. En contraste, des défenseurs comme Paul Fussell, vétéran de guerre,
argumentèrent que sans les bombes atomiques, lui-même serait mort dans l'invasion du Japon, avec des centaines de milliers de soldats alliés. Des documents déclassifiés révèlent les doutes qui existaient même parmi les dirigeants alliés. Churchill ordonna de minimiser la propagande sur Dresde après le bombardement. Certains scientifiques du projet Manhattan, incluant Leo Szilard et James Franck, avaient recommandé une démonstration de la bombe atomique dans une zone dépeuplée avant de l'utiliser contre des villes. Les bombardements massifs sur des civils durant la Seconde Guerre mondiale représentent le moment historique où l'humanité traversa un seuil technologique et éthique fondamental. Pour la première fois, le pouvoir destructeur dépassa la capacité de toute armée traditionnelle, et l'objectif de guerre se déplaça du soldat ennemi vers la population civile dans son ensemble. La question centrale demeure sans réponse définitive. Furent ces bombardements des maux nécessaires qui raccourcirent la guerre et sauvèrent des vies ? Ou constituèrent-ils les plus grands crimes jamais commis au nom de la victoire militaire ? La réponse peut se trouver non dans des justifications rétrospectives, mais dans la mémoire préservée des victimes, dans les photographies de corps carbonisés et dans le silence éternel de villes qui furent effacées de la carte en question de minutes. Ces bombardements établirent des précédents qui transformèrent pour toujours la nature de la guerre moderne. Ils démontrèrent que la technologie avait octroyé à l'humanité le pouvoir de détruire non seulement des armées ennemies, mais des civilisations entières. L'héritage de Dresde, Hiroshima et Nagasaki ne réside pas dans les justifications qui ont été offertes pour ces actes, mais dans l'avertissement permanent qu'ils représentent sur les limites que l'humanité doit s'imposer à elle-même, même dans les moments les plus désespérés de conflit.